Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 pour vous informer. Voici les titres de ce 20h. La première dame, Dominique Ouattara, plaide pour une plus grande implication des premières dames africaines dans le financement de la santé. Plaidoyer fait à Addis Abeba lors de l'Assemblée générale des premières dames d'Afrique contre le VIH-Sida. Les résultats du BPC, session 2017, sont connus. Le taux de réussite national est de 60,08% contre 59,11% l'année dernière. Ils étaient au total 355 273 candidats à l'assaut du brevet d'études du premier cycle. La CEGRAE remet des chèques aux veuves de fonctionnaires et agents de l'État décédés en activité, montant total 600 millions de francs CFA. La Caisse générale de retraite des agents de l'État veut ainsi améliorer les conditions de vie des veuves. Enfin, nous parlerons des occupations anarchiques du domaine public auxquelles s'ajoutent les branchements illégaux sur le réseau électrique, des actes d'incivisme qui plombent l'économie nationale. Quelle est donc la responsabilité des populations? Élément de réponse tout à l'heure. Merci de nous suivre partout dans le monde. Commençons tout de suite par l'Éthiopie, où la première dame ivoirienne a fait un plaidoyer. Madame Dominique Ouattara appelle à une plus grande implication des premières dames africaines dans la facilitation des investissements des secteurs privés pour le financement de la santé. Elle a fait cette déclaration lors de la 19e Assemblée générale de leur organisation. C'était en marge du 29e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, à Ouattara. Les épouses des chefs d'État, comme il est de tradition, se sont retrouvées en marge du 29e sommet de l'Union africaine pour la 19e Assemblée générale ordinaire de l'Organisation des premières dames d'Afrique contre le VIH-Sida, OPDAS. Pendant 48 heures, les premières dames d'Afrique ont mené la réflexion autour du thème « S'appuyer sur 15 ans d'engagement pour exploiter le dividende démographique de l'Afrique en faisant la promotion des besoins des adolescents et de leur accès à des services de santé adaptés aux jeunes ». Les premières dames d'Afrique ont ainsi planché sur la problématique de l'accès des adolescents à l'information et aux services de santé sexuelle et reproductive, ainsi que leur implication dans la facilitation des investissements du secteur privé dans le domaine de la santé. Sur ce dernier point, Mme Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, a fait une importante communication. Pour elle, il s'agit de faire la promotion des investissements privés et d'aboutir à la mise en place de politiques et de stratégies basées sur un partenariat public-privé en vue de lutter efficacement contre le VIH-Sida. Nos pays respectifs consentent depuis plusieurs années de nombreux efforts en faveur de la santé des populations et particulièrement en ce qui concerne l'élimination du VIH-Sida. Pour sa part, l'ONU-SIDA a lancé l'objectif 90-90-90 pour l'éradication du VIH-Sida d'ici à 2020. Toutefois, cette problématique du VIH-Sida dans nos pays est si complexe qu'il est impératif de rechercher de nouvelles ressources pour atteindre cet objectif. Dans cette optique, notre rôle en tant que première dame est de conduire des plaidoyers pour contribuer à la mobilisation de ressources financières et humaines, tant au niveau national qu'international, afin d'appuyer nos gouvernements. De cette façon, ces plaidoyers auprès de partenaires privés permettront de mieux équiper nos hôpitaux et centres de santé en matériel moderne et adéquat. Mes chères sœurs, outre l'augmentation des ressources matérielles et financières, notre plaidoyer porte également sur le renforcement des capacités de nos ressources humaines. En effet, si nous voulons continuer à obtenir de bons résultats en matière de lutte contre le VIH-Sida, il est primordial que toutes les ressources humaines impliquées dans le processus d'élimination de ce fléau, c'est-à-dire notre personnel médical et enseignant et nos leaders communautaires et religieux, bénéficient de formations régulières pour une prise en charge adéquate des populations en termes de prévention et d'équipement. La première dame de Côte d'Ivoire, ambassadeur spécial de l'ONU-SIDA pour l'élimination de la transmission mère-enfant du VIH et pour la promotion du traitement pédiatrique, a plaidé par ailleurs pour un traitement adapté
aux enfants. Il m'apparaît inadmissible que de nos jours, nos enfants soient traités avec des médicaments normalement destinés aux adultes. C'est pourquoi j'invite sans cesse les firmes pharmaceutiques et nos généreux partenaires à renforcer la mise à disposition d'antirétroviraux spécifiquement dans leur forme pédiatrique pour une meilleure prise en charge de nos enfants. La première dame du Tchad, Inda Déby, qui présidait cette plénière, a réaffirmé l'engagement des épouses des chefs d'État à tirer le meilleur profit du dividende démographique. Notons que la première dame d'Éthiopie, Mme Roman Tesfaye, a été élue pour un mandat de 2 ans à la tête de l'OPDAS. Nous sommes le 4 juillet aujourd'hui, une date importante pour les États-Unis qui célèbrent le 241e anniversaire de leur indépendance. Ici, en Côte d'Ivoire, la fête nationale a été célébrée par l'ambassade des États-Unis. Le vice-président ivoirien, Daniel Kablan-Decan, a pris part à la cérémonie. Le diplomate américain a salué la vitalité des relations ivoiro-américaines. Je vous conduis dans les locaux de l'Assemblée nationale où l'ordre du jour des travaux parlementaires de la session ordinaire 2017 a été adopté. Les députés auront à examiner au cours de cette session une vingtaine de projets de loi, dont ceux relatifs à la régulation des secteurs de l'EVA, du palmier à huile et celui de la pharmaceutique. Les députés plancheront aussi sur le projet de loi des finances rectificatives portant budget de l'État pour la gestion 2017. À noter également sur l'agenda des parlementaires 2 séances de questions orales avec débat. Les travaux prendront fin le 1er août prochain. Au chapitre éducation à présent, les résultats du BEPC, brevet d'études du premier cycle, session 2017, sont connus. Le taux de réussite nationale est de 60,08% contre 59,11% l'année dernière. L'annonce a été faite ce mardi à Korogo par la ministre de l'Éducation nationale. Le meilleur taux de réussite revient à Bundiali avec 81,20%. Explication avec Kader Sogodogo depuis Korogo. Le BEPC a enregistré un effectif de 355 273 candidats. Ainsi, après avoir délibéré, le taux national d'admission s'élève à 60,08%, contre 59,11% en 2016. Tels sont les résultats du brevet d'études du premier cycle BEPC, session 2017, proclamé par la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Kandia Kamara, depuis Korogo. La direction régionale de la Bagoué arrive en tête avec 81,8%. Celle du Worodougou ferme la marche avec 38,51%. La ministre salue les efforts du président de la République pour élever le niveau de l'école ivoirienne. Kandia Kamara félicite la grande famille éducative pour les bons qualitatifs depuis 2011. Aux candidats ajournés, je rappelle qu'ils disposent de 72 heures à compter de la proclamation des résultats pour introduire leurs réclamations dans leur centre de composition respectif. Présente à Korogo, la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a visité quelques centres de composition et de correction de l'enseignement technique. Les candidats ont été exhortés à travailler pour un meilleur résultat. Les candidats libres ont été encouragés par la ministre. Et les élèves ont pris d'assaut les différents centres d'examen cet après-midi pour la proclamation des résultats. Nos reporters ont suivi l'annonce de ces résultats dans des établissements à Abidjan et à Bouaki. Espiègles, enjouées, confiantes, ces 3 jeunes filles sont pressées d'aller chercher leurs résultats. Ici, au lycée classique d'Abidjan, plusieurs élèves attendent leurs résultats du brevet d'études du premier cycle, session 2017. Certains verdicts sont déjà tombés. Positifs, ces résultats sont accueillis dans le délire. Je suis très heureuse parce qu'il y a eu l'examen. Mes parents seront fiers de moi. D'autres, par contre, ne se laissent pas abattre malgré le découragement. Le lycée classique d'Abidjan et le collège moderne de Cocody ont cumulé un taux de réussite de plus de 60%.
Nous avons reçu 685 candidats, il y a 496 admis, ça nous fait un pourcentage de 65%. C'est un résultat satisfaisant. Nous sommes autour de 63% voilà, pour le collège moderne de Cocody. Cette année, dans 609 centres de composition ouverts sur le territoire national, le BEPC a enregistré un effectif de 355 273 candidats, avec un taux de réussite de 60,08%. Lycée moderne Nebo Bouaké, 14 heures. Heure de la proclamation des résultats du brevet d'études du premier cycle. L'atmosphère est lourde. Les candidats dans l'attente, appel imminent. Tous les candidats ne seront pas admis, ce qui est évident. On voudrait encourager ceux qui ne vont pas entendre leur nom, mais féliciter tous ceux qui vont entendre leur nom. Comme les autres candidats, Willy Aminata attend son résultat. Elle est à sa deuxième tentative. Elle est confiante. Actuellement, je suis là, j'attends mon résultat. Je suis sûre que je vais avoir. La proclamation suit son cours. Face à l'attente qui s'est fait longue, Aminata montre des signes de crispation. Enfin, la délivrance. Je suis contente ici parce que j'ai eu mon PPC. Oui, c'est ma deuxième année. Donc j'ai eu ma PPC. Je souhaite bonne chance à tous mes amis qui sont ici d'avoir le PPC aussi. Dans ce centre, il y a eu 797 candidats, avec un taux de réussite de 52%. Ces élèves ont négocié avec succès, ce tournant décisif de leur carrière scolaire. Mais d'autres défis restent à relever. Voilà, félicitations à tous les candidats admis, mais la partie n'est pas du tout perdue aux autres qui n'ont pas pu avoir leur examen. Je le disais à l'instant, l'IPS Ségrailleux a remis des chèques aux veuves de fonctionnaires et agents de l'État décédés en activité. C'est un montant de 600 millions de francs CFA qui a été reparti entre les veuves. Par ce geste, la Caisse générale de retraite des agents de l'État affiche sa volonté de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des veuves. Grâce Kando. Une cérémonie empreinte d'émotion. 266 veuves de fonctionnaires et agents de l'État reçoivent leur chèque de capital décès et de la pension de réversion d'un coût total de 600 millions de francs CFA. L'IPS Ségrailleux répond ainsi aux besoins des veuves et dissipe toute appréhension sur l'existence de leurs droits. Je dis merci au président de la République de nous avoir honorés. Je dis merci encore au ministre Jean-Claude Kouassi. Vraiment, c'est dur. La vie des veuves, tu es en même temps le papa et en même temps la maman. Ce grand jour me donne la chair de poule. Le chèque que j'ai reçu ce matin, je vais faire du commerce avec ce chèque-là pour pouvoir aider mes enfants. L'initiative est saluée par la plateforme des professionnels du secteur public en Côte d'Ivoire. Nous disons merci à la Ségrailleux qui est en train de mettre en œuvre les réformes qui ont été actées après les grèves. Et donc, je pense que c'est une très bonne chose. Le directeur général de l'IPS Ségrailleux s'est dit satisfait de l'élan social impulsé par le conseil d'administration dès la création de l'institution. Chères mères, chères sœurs, l'IPS Ségrailleux sera toujours à vos côtés, prête à vous accompagner pour une meilleure connaissance et reconnaissance de vos droits et vous permettre ainsi de mieux vous protéger contre certaines pratiques regrettables de nos traditions et coutumes. La protection et le respect de la veuve, eu égard à son rôle en tant que socle de la famille, est une valeur cardinale que nous devons davantage enraciner. Pour mieux défendre leurs intérêts, les veuves de fonctionnaires et agents de l'État se sont constituées en association dont le bureau a été présenté. Et du côté du port autonome d'Abidjan, la direction était face aux privés ivoiriens. Une sorte de séance d'explication de la situation du port face aux difficultés de plus en plus croissantes pour le passage des marchandises. Toutes choses qui ont un coût financier et réduisent les compétitivités des entrepreneurs ivoiriens. Le reportage de Noël Gnagno dans nos prochaines éditions.
La Côte d'Ivoire continue d'être arrosée par la pluie et circuler en cette saison, notamment à Abidjan, n'est pas du tout aisée. En cause, ce sont les embouteillages qui surviennent aux grandes dames des usagers. À l'origine de cette situation, l'indiscipline et surtout le manque de courtoisie de certains conducteurs. Voyons cela avec Godfrey Okambawa et Patricia Omouetia. Difficile pour cette ambulance de se frayer un chemin dans ce bouchon interminable. Nous sommes sur l'axe Adjamé-Indénié. À Abidjan, chaque saison de pluie rime avec embouteillage et la situation se complique davantage. Je suis sortie de la maison depuis 6h30, mais à cause des embouteillages, c'est à 8h30 là que j'arrive à Cocody. Je viens de Yopougon. À Djamé converge vers le plateau, Cocody converge vers le plateau, Abobo converge vers le plateau, donc ce qui fait que ça amène toute la population à faire un embouteillage. Une situation parfois due à l'incivisme des automobilistes, malgré le rappel à l'ordre des forces de sécurité. Le feu ne marche pas, rien. Il y a des gars qui conduisent comme ils veulent, donc ça fait que bon, il n'y a pas de respect dans la conduite, quoi. Donc ça fait que c'est ce qui crée les embouteillages là. Sur le boulevard Latry, par exemple, dans la commune de Cocody, les véhicules roulent lentement. Le tableau de bord affiche 10 km/h. Le problème est réel, le parc automobile ivoirien ne cesse de s'accroître. Le constat est également clair, les embouteillages font partie désormais du quotidien des Abidjanais et les bouchons jouent sur les horaires de travail. Il n'y a pas que les embouteillages, sont aussi pointés du doigt les constructions sur les flancs de collines, les occupations anarchiques du domaine public auxquelles s'ajoutent les branchements illégaux sur le réseau électrique, des actes d'incivisme qui plombent l'économie nationale. Alors où en est-on avec la sensibilisation? Quelle est la part de responsabilité des populations? Élément de réponse avec Franck Quadio. Des enfants jouant sur un terrain vague, autour d'eux, un décor saisissant. Le nom du quartier, Opéra, en hauteur des habitations, d'autres le long d'une colline à l'aspect friable. Ici vivent plusieurs familles s'accommodant des mauvaises saisons, surtout celles pluvieuses avec leur lot d'éboulements et d'inondations. Celle d'Oulaï est installée sur le site depuis une vingtaine d'années. Quand il pleut, il y a toujours des risques. Mais cette année, à propos d'ici, vraiment, il n'y a pas encore des risques. Résignation ou négligence, ce père de famille préfère parler de manque de moyens financiers. Sur le flanc de la colline, plusieurs maisons menacées par l'érosion causée par l'eau de ruissellement. Du bas, on peut apercevoir cet ouvrier tentant de colmater quelques brèches commis à cette tâche régulière par une des familles vivant là. Que le sol est en train de finir en bas là, bon, cherche de solution, comme on appelle le maçon comme ça. Bon, on creuse le trou et on fait une fondation, on remplit avec du gravat et puis bon, on met le ciment dessus. Un peu partout, à travers le district, des habitations précaires, sans schéma directeur, d'autres sans titre immobilier ou foncier. Certains construisant même sur le domaine, voire des ouvrages publics. Où l'eau doit passer là, il y a les gens, eux, ils viennent construire là-bas, genre n'importe comment. Il y a des gens qui construisent une maison où on ne doit pas construire une maison. Il y a des sociétés qui bouchent des caniveaux. L'indiscipline urbaine poussée à son paroxysme. Un autre tableau, les branchements anarchiques. Dans le secteur de l'électricité, par exemple, il suffit de lever les yeux. Dans certains quartiers, elle s'exprime à travers ces toiles de fils électriques. Il y a des gens qui branchent leurs pointeurs avec une autre cour, que c'est le pointeur, mais ce n'est pas plus, tu vois. Voilà, il y a des gens qui prennent l'argent par mois, 2 000, 3 000. Ça dépend si c'est le courant ampoule, ça dépend souvent, on prend 1 000 francs. Si c'est frigo comme ça, on prend 2 000 quoi. Celui qui veut avoir de l'électricité, qui n'a pas les moyens, il se dit qu'il a une autre connaissance pour pouvoir utiliser le courant. Donc, il va se donner une pratique qui va lui-même le mettre en insécurité. Est-ce que vous voyez? Donc, le manque d'information, le manque de savoir, tu deviens dangereux pour la société, pour toi-même. Un branchement direct sur le réseau causerait 40 milliards de francs CFA de pertes à l'État par an. Et le pire, selon la compagnie ivoirienne d'électricité, il y a quelques années encore,
25% des abonnés sur le réseau électrique étaient concernés au niveau national par la fraude à Boribana, dans la commune d'Atekoubé. L'ampleur de la fraude a amené les autorités à faciliter l'accès à l'électricité. Avant, on n'avait pas assez de courant, il n'y avait pas de lumière dans le quartier. Le gouvernement a essayé de s'entendre avec la Banque mondiale pour nous envoyer des niches. Donc on a eu les niches, maintenant on a le courant. Un cas isolé, tant les habitudes ont encore la peau dure. On va beau donner des informations, mais il y aura des personnes qui vont se donner à de mauvaises pratiques. Non seulement ils prennent le courant eux-mêmes, mais ils distribuent aussi aux tierces personnes qui eux-mêmes deviennent la CIE. Reste peut-être passer la phase de sensibilisation à mettre les populations face à leurs responsabilités. Une prise de conscience qui pourrait éviter bien de catastrophes à l'avenir. Et sur la question justement, la RTI vous propose après ce journal une émission spéciale sur l'incivisme. Les débats porteront sur les branchements et constructions anarchiques ainsi que sur l'insalubrité. Une émission présentée par Lassine Fofana à suivre donc tout à l'heure. C'est à partir de 20h50 sur RTI 1. Les préparatifs des 8e Jeux de la francophonie s'accélèrent. Les maires des 13 communes du district sont appelés à se mobiliser autour de ces Jeux. L'appel est lancé par le ministre chargé des Jeux de la francophonie. Robert Begremambé a rencontré les élus locaux. C'était dans la commune du Plateau. Le témoignage est signé Issa Chonayeo. Le ministre auprès du président de la République, chargé des Jeux de la francophonie, poursuit ses consultations pour une mobilisation autour de ces Jeux. Une rencontre entre Robert Begremambé et les maires des 13 communes du district d'Abidjan. Le but, inviter ces collectivités à s'approprier l'événement. Je remercie les maires d'Abidjan qui étaient tous là et l'ensemble des maires de Côte d'Ivoire qui viennent de tenir leur assemblée générale. Et à l'occasion, ils ont aussi manifesté leur désir de soutenir les Jeux de la francophonie. Cela nous réconforte et nous encourage, parce que c'est le signe que la Côte d'Ivoire est mobilisée pour que ces Jeux soient un succès. Les maires sont déjà pleinement impliqués. Nous allons donc avoir des Jeux hautement populaires. Moi, je me réjouis particulièrement en tout cas de ces mobilisations sociales qui sont en train de se mettre en place et qui vont permettre d'avoir des Jeux populaires. Les élus locaux s'engagent à jouer leur partition. Les Jeux de la francophonie sont là. Un grand moment pour la Côte d'Ivoire, pour montrer le rayonnement de notre pays et surtout de notre ville, de la grande ville d'Abidjan. Et les maires, très tôt, se sont mobilisés autour du gouverneur pour en faire un grand succès. Nous avons reçu les dernières instructions, les dernières informations du gouverneur, les dispositions à prendre pour que ces Jeux réussissent. Donc nous repartons dans nos différentes communes pour mobiliser nos bases, pour permettre aux populations de se mobiliser autour de ce jeu. Le ministre Robert Begremambé envisage de donner des moyens financiers et matériels conséquents aux maires des différentes communes du district d'Abidjan afin de mobiliser leur population pour le succès des Jeux. Et je rappelle que nous sommes à J-17 de ces Jeux de la francophonie. Les compétitions démarrent donc le 21 juillet prochain. Tous mobilisés donc autour de ce grand rendez-vous mondial. Et une importante délégation composée des directeurs généraux, directeurs techniques et directeurs commerciaux et marketing de plusieurs télévisions africaines est à Abidjan pour une réunion. Plusieurs sujets seront évoqués, notamment la formation des journalistes et les échanges de programmes télé. Patricia Omouetia pour les explications. L'audiovisuel connaît des mutations dans le monde et sur le continent africain, marquées par la transition de l'analogie vers le numérique. Les auditeurs et téléspectateurs consomment la radio et la télévision hors de leur domicile sur des appareils connectés, à savoir le smartphone, la tablette, l'ordinateur et autres. De telles attitudes ont conduit l'Union africaine de radiodiffusion à reprendre le leadership par la réflexion et l'action. Occasion pour la structure d'engager la réflexion sur les grandes problématiques de l'audiovisuel. Nous sommes donc à Abidjan pour plancher sur les questions qui concernent le marketing, la technologie et la formation au sein de l'UAR. Et à l'ordre du jour, nous avons le problème de One Minute Project, nous avons le problème, la question de cette méga production que nous voulons réaliser cette année. Nous avons la question du réseau de distribution ou des échanges de programmes et bien d'autres questions encore. Nous pensons que si ces projets sont traduits en actes, nous allons booster considérablement l'UAR.
La question du genre et la formation des journalistes seront également évoquées. À Kigali, au Rwanda, il y sera question de la promotion du genre dans les médias. Et lorsqu'on parle de promotion du genre, nous pensons d'abord aux dames, c'est vrai. Elles sont la première cible. Comment faire en sorte que les dames puissent être beaucoup plus responsabilisées dans nos rédactions et dans nos médias. La commission marketing de l'Union africaine de la radiodiffusion va également élire son nouveau président au cours de ses assises. La structure va engager une refondation pour ses missions et tient à accompagner ses membres dans la révolution numérique. Et les journées portes ouvertes du tribunal militaire d'Abidjan ont été lancées ce matin à l'état-major général des armées. Ces journées seront marquées par des consultations gratuites sur le droit et la procédure militaire ainsi que des panels. Les civils, les militaires, les policiers pourront poser toutes leurs préoccupations aux magistrats, nous explique Abou Sanouko. Institutions judiciaires. Service public investi de la mission de rendre la justice au sein des forces armées et de la police nationale. Le tribunal militaire d'Abidjan veut se rapprocher des populations. D'où la tenue de ces premières journées portes ouvertes qui seront marquées par des consultations gratuites sur le droit et la procédure militaire. Le tribunal militaire fera connaître à cette occasion son rôle, son organisation, son fonctionnement et ses missions. Il ne faut plus que les militaires disent que le tribunal militaire est fait pour nous créer des problèmes. Au contraire, il faut qu'ils sachent que la mission du tribunal militaire, c'est de les empêcher d'avoir des problèmes. Nous protégeons l'éthique. L'éthique, c'est quoi? C'est la discipline, l'honneur et la conscience professionnelle. 4 stands seront animés par un binôme de magistrats-avocats, assistés par des officiers de police judiciaire qui répondront aux préoccupations des militaires et des civils sur la procédure devant le tribunal militaire d'Abidjan. 90% des affaires déférées devant le tribunal militaire sont produites par des civils. Ce sont des civils qui portent plainte contre les militaires, donc c'est eux qui sont intéressés d'abord par ces journées portes ouvertes. La bavure policière, les violations graves des droits humains, les violences basées sur le genre, le racket, la corruption des fonctionnaires, l'escroquerie, le détournement sont entre autres les sujets qui seront abordés pendant ces 4 jours. Dans son volet Connaître le tribunal militaire, il sera projeté des films sur des cas pratiques traités par le tribunal militaire. Chaque film développera une procédure. Notez que la traite négrière a bien existé en Côte d'Ivoire. Des sites et vestiges en ruine sont encore là pour l'attester. Les chercheurs ont mené des études pour identifier tous les sites afin d'œuvrer à la restitution de cette page de l'histoire de l'Afrique. Toutes ces actions s'inscrivent dans le cadre du projet La route de l'esclave soutenu par l'UNESCO. Explication détaillée dans nos prochaines éditions avec notre reporter Serge Coléa. 295 milliards de francs CFA, c'est le budget de la force conjointe du G5 Sahel lancée avant-hier à Bamako en présence du président français Emmanuel Macron, une force africaine de lutte contre le terrorisme. Et si les chefs d'État du Sahel veulent chapeauter la lutte anti-djihad dans la région, reste pour eux à remporter la bataille du financement qui, elle, n'est pas gagnée d'avance, nous dit Sylvie Touré. Dimanche 2 juillet, Bamako. Emmanuel Macron procède au lancement officiel de la force antiterroriste du G5 Sahel avec une exigence. Les résultats doivent être au rendez-vous, a martelé le président français aux 5 pays membres de l'Alliance que sont le Mali, le Burkina Faso, le Niger, la Mauritanie et le Tchad. Cependant, quid des moyens? L'Ardoise affiche 295 milliards de francs CFA, Macron en annonce 5, il promet 131 milliards de francs CFA de l'Agence française de développement. Également à l'actif des comptes du G5 Sahel, 33 milliards de francs CFA promis par l'Union européenne. Mais on est encore loin du compte. Les 5 pays membres de l'Alliance devront chacun trouver un peu plus de 6 milliards et demi. Pas évident quand on sait les défis sociaux auxquels sont confrontés ces États. Le Tchad boude et menace, Idriss Déby est essoufflé. Il dit avoir investi 300 milliards dans le Nord Mali et dans la guerre contre Boko Haram au sein des forces multinationales mixtes constituées avec le Nigeria, le Niger, le Cameroun et le Bénin ces dernières années sans un réel soutien des puissances. La force conjointe ne pourra pas non plus compter sur l'ONU.
Le Conseil de sécurité s'est contenté de saluer le déploiement de cette force, mais n'a pas manqué de préciser qu'il incombe aux États du G5 Sahel de se donner les ressources dont ils ont besoin. Macron, mis alors sur une conférence des donateurs, le président français semble bien déterminé à ressusciter la force conjointe du G5 Sahel, pratiquement mort-née, asphyxiée par le manque de moyens dès sa création en 2014. C'est que pour le président français et pour bien d'autres décideurs occidentaux, il est temps que l'Afrique prenne le lead sur sa sécurité. Elle doit pouvoir se positionner à la pointe de la lutte antiterroriste qui jusque-là a été l'affaire de la France et des Nations Unies. L'initiative de l'Alliance du Sahel répond donc à cet appel. Cette force devra dans un premier temps faire ses armes auprès des contingents français de Barkhane avant de pouvoir jouer le premier rôle sur le théâtre des opérations. Mais avant, le G5 Sahel devra remporter la bataille du financement de son action. Elle devra trouver de l'argent qui reste le nerf de la guerre. Voilà la fin de ce 20h. Merci à vous tous de votre aimable attention. Mais ne décrochez pas. La RT vous propose après ce journal une émission spéciale sur l'incivisme. Les débats porteront sur les branchements et constructions anarchiques ainsi que sur l'insalubrité. Passez une très belle soirée sur nos antennes.